Bonsoir à tous. Je suis Guimée Anneli, résidente de pédiatrie, en pédiatrie. Et dans le cadre des activités de Medical Mind, il nous a été demandé de présenter un cours sur les intoxications aiguës accidentelles de l'enfant. À la fin de ce cours, on devrait tous être capables de définir une intoxication, de conduire une démarche diagnostique devant un enfant qui a été victime d'une intoxication, d'énumérer le principe de prise en charge des intoxications les plus courantes. Pour mener à bien les objectifs, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer avec des généralités. Nous allons un peu parler du mécanisme de l'intoxication, de la démarche diagnostique et de la prise en charge. Donc, le toxique est défini comme une substance qui est inhalée, ingérée ou absorbée qui peut entraîner des dégâts aigus ou chroniques dans l'organisme. L'intoxication aiguë est un état pathologique qui est lié à l'exposition à une toxine endogène ou exogène. Et donc, elle peut être accidentelle, elle peut être volontaire, elle peut être iatrogène. Le toxidrome est défini comme l'ensemble des signes cliniques et paracliniques engendrés par la présence du toxique dans l'organisme. L'antidote, quant à lui, c'est une substance administrée spécialement dans le but de contrecarrer les effets toxiques d'un poison. Pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est un motif fréquent de consultation en pédiatrie. Le diagnostic est difficile en absence d'un témoin et le pronostic vital et fonctionnel étant mis en jeu, c'est une urgence diagnostique et surtout thérapeutique. Sur le plan épidémiologique, c'est une cause fréquente d'accidents en pédiatrie. Elle touche surtout les moins de 5 ans et par ordre décroissant, nous avons les intoxications médicamenteuses, les intoxications par les produits ménagers ou cosmétiques et les intoxications monoxyde de carbone et à l'alcool. Plusieurs facteurs favorisent l'intoxication aiguë. Il y a des facteurs qui sont liés à l'enfant et il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement de l'enfant. Les facteurs liés à l'enfant, l'enfant étant malheureusement victime de sa curiosité, est sujette aux intoxications. Nous avons surtout les nourrissons qui sont dits précoces et le sexe masculin est surtout incriminé comme étant un facteur favorisant les intoxications de l'enfant. Le nourrisson, dès qu'il se déplace déjà même à 4 pattes, peut être victime d'une intoxication. Les facteurs liés à l'environnement, l'intoxication peut être favorisée par l'entourage dans lequel vit l'enfant. Nous avons par exemple une insuffisance par les adultes, c'est-à-dire que l'enfant reste avec l'adulte, donc c'est l'adulte qui est censé surveiller l'enfant. Un mode de garde des enfants différent, par exemple les parents, les grands-parents, peut-être du fait de leur âge, qui peuvent être vigilants ou pas à la mobilité de l'enfant qu'ils surveillent. Il y a aussi des pièces à la maison qui sont dites, comment dire, qui sont dites à risque. Elles sont dites à risque parce que dans les pièces de la maison que se trouvent la plupart des toxiques, à savoir les produits ménagers dans les salles de bain, la cuisine, les médicaments et les produits cosmétiques dans les chambres. Et enfin, nous avons le mauvais conditionnement des produits et leur rangement. Le transvasement, par exemple, du pétrole, de l'eau de javel colorée dans un récipient à usage alimentaire. Tout ceci favorise l'intoxication. Plusieurs causes d'intoxication sont retrouvées. Nous avons en tête de file les médicaments. Parmi les médicaments, nous avons les antalgiques. Les antalgiques, pourquoi? Parce qu'ils sont de prescription facile après les barbituriques, les opiacés, les benzodiazépines. Mais la fréquence varie d'un pays à l'autre. Et ensuite, après les médicaments, nous avons les gaz de combustion, nous avons les produits alimentaires, nous avons des plantes, et nous avons également les produits industriels, parmi lesquels ceux qui sont à usage domestique, les caustiques acides comme les détartrants pour WC, les caustiques basiques comme la soude, les déboucheurs de canalisation, les combustibles ménagers, l'essence, le pétrole, les cosmétiques, les défrisants et les crèmes, les laits de beauté, les déodorants. Et il y a aussi actuellement, qui est de plus en plus fréquent, même au Cameroun, ce que les gens appellent communément des fongicides. Ce sont des sortes de, comment dire, des solutions qui sont vendues dans les salons de manicure et pédicure, soi-disant indiqués pour traiter les onychomycoses. Donc, après cela, nous avons des produits industriels comme la peinture et les produits phytosanitaires, les insecticides, les répellants antimoustiques, les répellants, les herbicides, les raticides. Donc, nous allons passer au mécanisme de l'intoxication en soi-même. L'organisme est exposé aux toxiques par plusieurs voies, à savoir
l'ingestion qui est la prise par la bouche ou par le nez d'un agent qui est ensuite avalé. Ou alors par inhalation, qui est la prise par la bouche ou par le nez d'un agent qui passe ensuite dans les voies respiratoires. On peut également avoir une intoxication par voie cutanée, c'est-à-dire que le contact de l'agent toxique avec la peau ou le contact de l'agent toxique avec l'œil. Généralement, les intoxications, les voies d'exposition oculaire sont souvent secondaires aux projections oculaires lors d'un toxique qui est ingéré ou bien inhalé. Donc, sur cette diapositive, nous voyons donc que quelle que soit la voie par laquelle l'organisme est intoxiqué, c'est-à-dire une voie pulmonaire, voie digestive ou voie cutanée, le toxique va entraîner des conséquences locales par contact direct avec le toxique ou alors des conséquences générales par voie systémique en fonction des caractéristiques et du mode d'action du toxique. Nous allons passer à la démarche diagnostique. La démarche diagnostique est anamnestique et clinique. Donc, l'enfant sera amené soit parce qu'il a été trouvé inconscient, soit parce qu'il a ingéré un toxique qui est connu ou pas devant un témoin. Donc, devant un enfant, il faut toujours penser à l'éventualité d'une intoxication aiguë lorsqu'on nous amène un enfant qui présente des symptômes inexpliqués, plutôt, c'est-à-dire une maman qui va te dire qu'elle a retrouvé l'enfant au sol inconscient, ou bien quelqu'un qui va vous dire que l'enfant, il se met à faire, enfin, il est agité de façon spontanée, c'est-à-dire c'est un enfant qui allait bien et qui subitement ne va pas bien. Il faut toujours y penser, surtout si personne ne sait ce qui s'est passé. Dans l'histoire, on va essayer de répondre aux questions suivantes, c'est-à-dire il faut savoir quel âge a l'enfant, quelle est la nature du toxique qu'il a ingéré, l'heure à laquelle l'intoxication s'est faite, la quantité. Il faut que les parents essayent d'estimer la quantité du produit ingéré. Il faut connaître l'heure du dernier repas et quelles sont les mesures adoptées par l'entourage. Est-ce qu'après avoir reçu le toxique qui a été administré de l'huile, du lait, du vomissement a été provoqué ou spontané, tout ceci là va permettre d'évaluer la gravité et aussi de savoir comment prendre en charge le patient. Ensuite, il faudra rechercher des symptômes qui ont été associés. Est-ce qu'après l'ingestion ou bien l'inhalation, l'enfant a présenté une toux, une dyspnée, des vomissements, une diarrhée, une somnolence ou bien des convulsions? Et ce qui est aussi important, c'est de savoir la voie par laquelle l'enfant s'est fait intoxiquer. Après avoir recherché tous ces éléments, on entre dans les antécédents du patient, c'est-à-dire il faut savoir si c'est une récidive ou pas. Est-ce que c'est la première fois que l'enfant s'intoxique ou pas? Parce que si c'est une récidive, il faut toujours suspecter une négligence. Vous savez, c'est un enfant qui est négligé et dont la famille ne surveille pas suffisamment. La deuxième chose, c'est de chercher les pathologies chroniques. Est-ce que c'est un patient qui est suivi pour une pathologie cardiovasculaire? Est-ce que c'est un patient asthmatique? Est-ce que c'est un patient épileptique? Est-ce que c'est un terrain atopique? Parce que son terrain peut être un signe un élément de gravité. C'est-à-dire le toxique qu'il a pris peut avoir des répercussions graves sur sa pathologie sous-jacente ou bien sa comorbidité. À l'examen physique a deux buts. La première chose, quand on voit un enfant qui est intoxiqué, quand vous évaluez l'enfant, c'est d'abord pour évaluer la gravité. Après avoir évalué la gravité, on essaye de regrouper tous les signes et les symptômes sous forme de toxidrome. Donc, en évaluant la gravité, nous avons une idée sur la stratégie thérapeutique à adopter. Donc, elle se fait donc sur un patient qui est dévêtu. On prend tous les paramètres, la température, fréquence cardiaque, pression artérielle. On évalue le temps de recoloration capillaire, la diurèse, le pouls et la température des extrémités. Tout ça, c'est pour rechercher les signes de défaillance cardio-circulatoire. Ensuite, on recherche les signes de défaillance respiratoire, on recherche une tachypnée, une cyanose, des signes de lutte respiratoire. Par la suite, on recherche également les signes de défaillance neurologique. On évalue l'état de conscience du patient. On évalue les fonctions supérieures, l'état des pupilles, le tonus. Et ensuite, on fait un examen de la peau et des muqueuses. On essaie également de sentir l'odeur parce qu'il y a certaines intoxications, par exemple l'intoxication aux hydrocarbures. Quand on te dit qu'un enfant a pris du pétrole, ça se sait. À l'arrivée, il aura une haleine de pétrole.
Donc, les signes de gravité que nous aurons vont dépendre de plusieurs éléments, à savoir le mode d'action du toxique, la dose qu'il a reçue. Est-ce que ce sont des doses toxiques? Est-ce que ce sont des doses létales? La durée d'exposition, est-ce que, qui est plus important, c'est-à-dire, par exemple, la voie cutanée, plus le toxique est en contact avec la peau, plus la diffusion est rapide. Ça dépend également de la voie de pénétration. Est-ce que c'est une ingestion? Est-ce que c'est une inhalation? Ou alors c'est une ingestion et une inhalation? Ou alors ça dépend aussi du délai de consultation. Plus le délai de consultation, c'est-à-dire le délai entre le moment où l'accident s'est produit et la consultation. Plus il est long, plus c'est grave. Et la présence d'une éventuelle comorbidité sous-jacente. Après avoir évalué la gravité chez notre patient, il faut rechercher le toxicodrome. Nous avons dit plus haut que c'était l'ensemble des signes cliniques et paracliniques qui sont engendrés par la présence du toxique dans l'organisme. Et donc, il y a 3 tableaux qui vont suivre et qui regroupent un peu tous les toxidromes qu'on peut retrouver en cas d'intoxication. Le premier, c'est le syndrome opioïde, c'est-à-dire qui est dû à la prise de morphine et qui va se manifester par une bradypnée, une dépression du système nerveux central, un coma avec bradycardie. Nous avons en deuxième le syndrome de myorelaxation qui est retrouvé beaucoup plus dans les intoxications par les benzodiazépines, qui va entraîner une somnolence, un coma calme, une bradycardie, une hypotension artérielle. Ensuite, nous avons les syndromes anticholinergiques que l'on retrouve beaucoup plus lors de la prise de l'atropine, par exemple, qui va entraîner des convulsions, une confusion, des troubles de comportement. Nous avons le syndrome adrénergique qui peut être dû à la prise de salbutamol. Pour les enfants qui sont asthmatiques, de salbutamol ou bien de caféine, de cocaïne. Donc, il va entraîner des convulsions, des troubles de comportement également et une tachycardie, qui est un des effets secondaires de salbutamol. Nous avons notre syndrome déstabilisant de membrane. Donc, ce sont les toxiques qui ont un effet de stabilisateur de membrane. Nous avons par exemple le cas de la chloroquine, la cocaïne, les carbamazépines, qui vont entraîner sur le plan électrocardiographique un abattement de l'onde T, mais qui cliniquement peut se manifester par les convulsions. Ensuite, le syndrome sérotoninergique, lors de la prise, par exemple, de ce qu'on appelle ecstasy, les drogues comme la méthamphétamine, qui va entraîner agitation, convulsion, syndrome pyramidal, myoclonie. Le dernier syndrome que nous allons, toxidrome, qui est le plus fréquemment rencontré, le syndrome cholinergique, qui est généralement secondaire à la prise de ce qu'on appelle les insecticides organophosphorés ou des gaz de combat organophosphorés, qui se manifestent sous 2 syndromes principaux. Le premier, le syndrome muscarénique, qui va se présenter sous forme de myosis, bronchorrhée, bronchospasme. C'est un enfant qui va venir avec qui va hyper saliver, et chez qui vous allez vous rendre compte qu'il y a une bradycardie, on va vous dire qu'il aura vomi et qu'il fait la diarrhée, il aura une hypersudation également. Il a présenté également un syndrome nicotinique avec des fasciculations musculaires, une tachycardie et parfois une hypertension artérielle. Donc, après avoir évalué la gravité de notre patient, d'avoir regroupé les symptômes et les signes que nous avons retrouvés à l'examen physique sous forme de toxidrome, il y a quelques examens complémentaires qui doivent être demandés, mais qui ne doivent en aucun cas retarder la prise en charge. Les examens complémentaires que nous avons peuvent être soit pour le diagnostic et pour le retentissement, mais ça dépend de là où on se trouve. Donc, pour le diagnostic, en fonction du toxique que nous suspectons, on peut faire une analyse toxicologique du sang et dans le sang et dans les urines. Ceci est très important parce que ça permet d'identifier le toxique, ça permet de doser, de savoir à peu près la dose qui a été ingérée par le patient. Ça confirme également l'intoxication par ce toxique et ça permet d'évaluer la gravité. Mais dans notre contexte, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Toujours dans le diagnostic, une radiographie du thorax, une fibroscopie œsogastro-duodénale, surtout quand dans le cadre des injections par les produits caustiques, nous allons voir plus bas.
et un électrocardiogramme qui est aussi important. Pour le retentissement, il faut faire la glycémie, l'urée, créatinémie, bref, un petit bilan rénal et un petit bilan hépatique. Taux de prothrombine, temps de céphaline, gaz de sang, l'hémogramme. Et chaque examen paraclinique que nous demandons doit toujours être fonction du toxique et de la symptomatologie que présente notre patient. Nous allons passer à la prise en charge. Donc, le but de la prise en charge en urgence, c'est de rétablir les fonctions vitales. Il faut réduire autant que possible la concentration de toxines dans l'organisme. Il faut prévenir et traiter les complications. Dans la prise en charge générale, il faut assurer une bonne température. Il faut s'assurer que le patient, si c'est un patient qui est hypotherme, il faut essayer de le réchauffer parce que la réanimation peut être mal conduite si le patient déjà est soit hypotherme ou bien se trouve dans des conditions où il n'est pas réchauffé ou bien l'organisme n'est pas réchauffé. Donc, il faut faire une thermocorrection, c'est-à-dire l'emballer s'il est froid ou bien le dévêtir s'il présente une fièvre. Ensuite, on va appliquer ABC, c'est-à-dire mettre le patient en position latérale de sécurité, mettre une canule oropharyngée si besoin, aspirer si besoin, lui donner de l'oxygène en fonction de sa saturation pulsée en oxygène, faire un remplissage vasculaire si à l'examen physique on avait des signes de collapsus circulatoire. La deuxième étape, c'est de décontaminer le patient ou désintoxiquer le patient par un lavage corporel, par un lavage gastrique, par l'utilisation de charbon activé, l'utilisation d'antidotes dans le cas des intoxications aux médicaments et un lavage oculaire si nous suspectons une projection oculaire du toxique. Donc, nous allons essayer de détailler un peu chaque type de décontamination. Le lavage gastrique, c'est un traitement évacuateur, donc ça permet d'évacuer le toxique qui se trouve encore dans l'estomac. Et c'est indiqué surtout quand on est devant une ingestion de toxique qui date de moins d'une heure. C'est pour ça que l'horaire à laquelle a eu lieu l'intoxication est très important dans l'histoire de la maladie. Donc, indiqué lorsqu'on a ingéré un toxique de moins d'une heure et c'est surtout utilisé lorsque le toxique est non carbo-absorbable. Si vous êtes devant un toxique qui ne peut pas être absorbé par le charbon activé, en ce cas, il faudra faire un lavage gastrique. Donc, c'est égal. Par contre, le lavage gastrique est contre-indiqué lorsqu'on est devant un patient inconscient parce que en faisant le lavage gastrique, le liquide que nous aurons retiré de l'estomac le lavage peut faciliter l'inhalation du produit retiré et puis aggraver encore l'intoxication. Donc, c'est mieux de le faire chez un patient qui est conscient. Donc, pas qu'on contre-indique chez les patients inconscients, sauf s'ils sont intubés. C'est également contre-indiqué en cas d'ingestion de caustique, d'ingestion d'hydrocarbures et lorsque nous sommes devant des intoxications aux produits moussants. Le charbon activé, quant à lui, c'est une poudre noire qui est obtenue par pyrolyse des matières végétales, c'est riche en carbone. Et il agit en absorbant le toxique dans la lumière intestinale. Donc, il est indiqué généralement lorsqu'il y a une ingestion de doses potentiellement toxiques, carbo-absorbables, c'est-à-dire c'est un toxique que nous connaissons être carbo-absorbable, de préférence dans l'heure. Et généralement, nous utilisons la posologie de 1 gramme par kilogramme. Donc, nous avons sur le marché quelques charbons activés sous les noms commerciaux de carbo-levure, carbophos, qui peuvent être sous forme de gélules avec des granulats à l'intérieur ou bien alors sous forme de comprimés. Donc, l'utilisation, on répète la dose toutes les 4 à 6 heures pendant, j'ai oublié, je n'ai pas noté. Donc, ça se fait toutes les 4 à 6 heures pendant 36 heures. Et les molécules qui sont connues non carbo-absorbables, c'est le sel, le lithium, le fer et l'éthanol. Ça veut dire que si nous avons une intoxication, par exemple, au fer, ça ne servira à rien d'administrer le charbon activé. Donc, il est contre-indiqué lorsque nous sommes devant un patient somnolent ou inconscient, ou bien lorsqu'il y a ingestion de caustique ou d'hydrocarbures.
Bon, concernant les antidotes, là, c'est un tableau, ce n'est pas très visible, mais quand vous aurez la présentation, chacun pourra essayer d'imprimer. Donc, c'est la liste de certains toxiques, les toxiques les plus fréquents, enfin, à l'origine des intoxications les plus fréquentes et leurs antidotes avec les différentes posologies et leurs indications. Donc, nous allons prendre l'exemple de quelques intoxications, c'est-à-dire les plus courantes. Et nous allons commencer avec l'intoxication aux organophosphorés. Donc, les organophosphorés, généralement, ce sont ce que nous rencontrons le plus sont les pesticides que nous utilisons contre les cafards et les poux, et dont la substance active est le parathion. Nous avons également des gaz de combat qui sont organophosphorés. Donc, le mode de pénétration peut être par voie digestive, la plupart du temps, par inhalation lors des pulvérisations ou alors par la peau. Donc, pour avoir les syndromes que nous avons vus plus, le syndrome cholinergique, en réalité, l'organophosphoré, lorsqu'il est ingéré, il se fixe sur les cholinestérases. Nous savons que la cholinestérase, c'est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse de l'acétylcholine et donc diminue ainsi son activité. Donc, quand il y a ingestion d'organophosphorés, cela va entraîner une inactivation des cholinestérases et donc accumulation de l'acétylcholine qui, par défaut de dégradation, va donc entraîner une hyperstimulation de ces récepteurs au niveau du système nerveux central, au niveau de la jonction neuromusculaire et responsable du syndrome cholinergique, c'est-à-dire muscarénique et nicotinique que nous avons vu plus haut. Comment prendre en charge une intoxication aux organophosphorés? La première étape, en dehors des mesures générales que nous avons vues plus haut, c'est de faire un traitement évacuateur en cas d'ingestion. Donc, on fait un lavage gastrique, mais il faut éviter à tout prix que le patient nous vomisse parce qu'en faisant vomir, il peut inhaler, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis ça aggrave encore l'intoxication. Donc, le traitement spécifique consiste en l'administration de l'antidote des organophosphorés qui est le sulfate d'atropine. Il y a deux, il y a le sulfate d'atropine et puis il y a ce qu'on appelle la pralidoxine. Donc, le sulfate d'atropine, c'est ce que nous retrouvons facilement sur le marché, qui est un anticholinergique et qui se donne à la dose de 0,02 à 0,05 mg par kilogramme toutes les 5 à 10 minutes jusqu'au tarissement des sécrétions bronchiques. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une hypersécrétion bronchique. Donc, en administrant l'atropine, on doit essayer de regarder, de surveiller les signes cholinergiques que nous avions à l'examen physique. Est-ce que les sécrétions tarissent au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a une hydriase? Parce qu'au départ, il y avait une myosis. Est-ce que les pupilles se dilatent progressivement? Et en fonction de comment évoluent ces signes, c'est-à-dire s'il y a une amélioration, on peut donc espacer l'administration toutes les heures ou bien toutes les 4 heures en fonction de comment se comporte le patient. Donc, la deuxième molécule qui est utilisée est la pralidoxine, mais qui n'est pas, comment dire, l'utilisation est encore controversée. Il y a certaines études qui disent de ne pas l'utiliser parce que les protocoles ne sont pas encore bien établis pour les faire. Nous allons passer donc à l'intoxication aux produits caustiques. Donc, le caustique, c'est quoi? Le caustique, c'est une substance qui est susceptible par son action chimique, ou par son pH ou son pouvoir oxydant d'induire des lésions tissulaires, une destruction du tissu. Donc, il y a 3 types de caustiques. Nous avons les bases fortes, les acides forts et les oxydants. Les bases fortes nous avons la soude, la potasse, l'ammoniac, et ce sont les plus dangereuses parce qu'elles touchent principalement les couches musculeuses. Les bases fortes entraînent une dégradation plus en profondeur en fait de la muqueuse digestive, c'est-à-dire elle entraîne une nécrose de liquéfaction et elle est plus, comment dire, le produit pénètre plus en profondeur. Ça veut dire qu'elle peut même toucher la musculeuse, voire la séreuse et entraîner facilement une perforation. Et quand tu vois, comment dire, elle touche la profondeur et parfois elle donne l'impression qu'on n'a pas de lésions alors que les lésions sont vraiment en profondeur. Donc, c'est l'un des caustiques les plus dangereux, les bases fortes. Ensuite, nous avons les acides. Les acides, peut être l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique
l'acide sulfurique qu'on retrouve beaucoup plus dans les intoxications, ce que nous rencontrons fréquemment, les fongicides, comme je vous disais, qui contiennent l'acide sulfurique. Nous avons également les nitriques. Donc ici, les acides agissent plus de façon superficielle. Donc, elles entraînent des lésions superficielles. Elles n'entraînent pas des lésions profondes comme les bases. Ensuite, nous avons les oxydants. Les oxydants comme l'eau de javel que nous utilisons, le permanganate de potassium, l'eau oxygénée. Donc, les oxydants, leurs conséquences en fonction de la durée du contact entre l'oxydant et... c'est-à-dire la durée, c'est-à-dire plus l'ingestion à 1000 ans, c'est-à-dire l'eau de javel, par exemple, qui a 1000 ans dans l'estomac, plus les lésions sont importantes. Et aussi, ça dépend de la concentration de l'oxydant. Moins il est concentré, moins les dégâts sont importants. Et plus il est concentré, plus les dégâts sont importants. Donc, lors de l'intoxication aux produits caustiques, le patient, c'est un patient qui peut ou bien la famille peut se plaindre qu'il est agité, il est dyspnéique. Quand il avale de l'eau ou bien un repas, il a mal à la gorge, une douleur rétrosténale, il peut vomir, il peut avoir une baisse de l'acuité visuelle si nous avons une projection oculaire, il peut avoir une hématémèse s'il y a une ingestion massive. Et à l'examen physique, on aura une hypersialorée, c'est-à-dire c'est un patient qui viendra avec une bouche, qui aura une bouche ouverte, il y aura une hypersialorée due à l'œdème et puis à la douleur. Les lésions du visage, on pourra avoir une emphysème sous-cutanée s'il y a une perforation œsophagienne, des douleurs abdominales ou bien un œdème labial. Donc, quand on est devant une intoxication aux produits caustiques, le seul examen qui est important, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. C'est l'élément essentiel. Et là, pour le diagnostic également, ça permet d'évaluer le pronostic. Et même si nous n'avons pas de lésions, c'est-à-dire quand tu examines l'enfant, tu ne retrouves aucune lésion dans la sphère oropharyngée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts plus bas. Donc, quel que soit l'examen physique qu'on aura, qu'il soit normal ou pas, quand on a une intoxication au produit caustique, il faut absolument faire une fibroscopie œsogastro-duodénale. C'est elle qui va permettre de poser le diagnostic et nous dire s'il y a eu des dégâts sur la muqueuse œsophagienne gastrique, bref, sur le tractus digestif ou pas. Donc, idéalement, c'est mieux de la réaliser entre la 6e heure et les 24 heures. Donc, dans les 24 heures, si elle est faite plus tôt, on ne pourra pas voir les lésions. Et si elle est faite plus tard, ce sera également difficile de la faire. Il y a les risques de perforation. L'idéal, c'est de faire entre H6 et H24. Donc, la deuxième chose à faire avant de demander la fibroscopie, c'est de ne pas placer de sonde nasogastrique. C'est-à-dire, dès que le patient vient, si le délai c'est 6 heures, on l'envoie faire sa fibroscopie sans sonde nasogastrique. Donc, la fibroscopie va nous permettre d'apprécier la gravité des lésions et elle est contre-indiquée si déjà cliniquement nous avons des signes de perforation œsophagienne. Elle ne servira à rien, elle va plutôt aggraver la perforation. Donc, il y a plusieurs complications. Il y a les complications aiguës et il y a les complications à long terme, c'est-à-dire des complications chroniques. En aigu, le caustique, lors de l'ingestion, peut également passer au niveau des voies aériennes supérieures et créer un œdème laryngé. Au niveau digestif, on peut avoir une perforation d'organes creux. Cela également peut entraîner un syndrome de détresse respiratoire. Et les signes, les complications tardives, nous avons la perforation viscérale. Et la plus fréquente est la fibrose, bien la sténose œsophagienne. C'est-à-dire, à la longue, les lésions se cicatrisent, se fibrosent et puis créent une sténose œsophagienne. Car on peut avoir une dégénérescence maligne. Parce que lui a enlevé ça il n'y a pas longtemps. Donc, si c'est ça, hein, donc, devant une ingestion, une intoxication aux produits caustiques, il faut hospitaliser le patient. On l'hospitalise, on le met sous repos digestif, il ne prend ni l'eau, aucun aliment, tant que la fibroscopie n'est pas disponible. Donc, il ne faut pas provoquer les vomissements, pas de lavage gastrique, pas de produits neutralisants, pas de sonde nasogastrique. Nous insistons là-dessus parce que la mise de la sonde nasogastrique, quand tu ne vois pas, tu ne peux pas savoir
jusqu'à quel niveau le caustique a dégradé la muqueuse digestive. Donc, on met quand même les antalgiques parce que c'est douloureux. On peut mettre un inhibiteur de la pompe à proton comme l'oméprazole IV, parce que c'est toujours des situations assez stressantes et aussi ça permet de limiter la sécrétion gastrique, l'acide chlorhydrique. Donc, les corticoïdes, certaines études l'utilisent, mais d'autres n'utilisent pas. Bon, généralement, elle est utilisée lorsqu'on pense que le caustique a également eu des répercussions sur le larynx. Donc, si on a une dyspnée laryngée, ça permet de réduire l'œdème local. Et par la suite, il faut avoir l'avis d'un ORL. C'est très important. Donc, la gravité en cas d'intoxication, ok, je crois que c'est tout. On va passer aux intoxications médicamenteuses. Donc, l'intoxication médicamenteuse est grave, mais la gravité est fonction des caractéristiques du toxique. Ça dépend de la dose du médicament, ça dépend de la formulation du médicament, ça dépend du délai entre l'ingestion et la prise en charge, et ça dépend de l'association de plusieurs toxiques. Plusieurs toxiques vont entraîner plusieurs effets secondaires au même moment. Et ça dépend également du patient intoxiqué. Est-ce que c'est un patient qui a une comorbidité ou pas? Nous allons commencer avec l'intoxication aux benzodiazépines. Donc, comme benzodiazépines, nous avons le clonazepam, l'orazepam, et qui ont une action anxiolytique et sédative, donc qui s'absorbent rapidement au niveau digestif. Et la dose toxique élevée est de 1,5 mg par kilogramme en une prise. C'est pour ça qu'il est important de savoir, d'avoir une idée de la quantité ou bien de la dose qui a été ingérée. Et à l'examen clinique, on aura le syndrome de myorelaxation que nous avons dit plus haut. Donc, en cas d'intoxication aux benzodiazépines, c'est un patient, il faut faire un traitement symptomatique et un traitement spécifique, c'est-à-dire l'administration d'antidotes. Dans le traitement symptomatique, on administre le charbon activé chez celui qui est conscient. Et en cas d'ingestion massive, on peut faire un lavage gastrique après avoir intubé le patient s'il est inconscient. Donc, l'antidote des benzodiazépines, c'est le flumazémil. Donc, son nom commercial, c'est l'Anexat, et qui se donne à la prosodie de 0,01 mg par kilogramme par voie parentérale, qu'on répète toutes les 2 minutes au besoin jusqu'au réveil du patient. Donc, elle est contre-indiquée si nous sommes devant un coma d'étiologie indéterminée. C'est-à-dire, si on ne connaît pas la cause du coma, autant mieux n'est pas l'utiliser. Ou bien si nous sommes devant une polyintoxication. Nous allons passer à l'intoxication au paracétamol. Le paracétamol a un métabolisme hépatique. Sa dose toxique est de 120 mg par kilogramme en une prise. Et la dose toxique, à cette dose toxique, elle peut entraîner une hépatite aiguë médicamenteuse. Donc, les signes cliniques que nous pourrons avoir entre la 4e heure et la 3e et la 4e heure après l'ingestion sont les nausées, les vomissements. Et les signes d'hépatite cytolytique sont rencontrés beaucoup plus à H72, c'est-à-dire 72 heures après l'ingestion. Et elle entraîne comme complication l'encéphalopathie. Et le meilleur moyen d'évaluer la gravité d'une intoxication au paracétamol, c'est de doser la paracétamolémie, mais qui n'est pas évident dans notre contexte. Donc, on se fie généralement à la clinique. Est-ce que le patient est conscient, est-ce qu'il n'est pas conscient? Et en fonction des signes de cytolyse hépatique, on verra l'examen physique ou pas. Donc, concernant la prise en charge, si c'est une intoxication qui a eu lieu il y a 2 heures de temps, on lui administre du charbon activé, on fait un lavage gastrique et on donne l'antidote qui est le N-acétylcystéine, que nous appelons Mucomis sirop ou en sachet ou Flumicil. Donc, c'est disponible sur le marché. Et la dose de charge dans les formes modérées, c'est 140 mg par kilogramme, puis 70 mg par kilogramme toutes les 4 pendant 72 heures. Et dans les formes sévères, par exemple, si c'est un patient qui est comateux, on peut faire une administration parentérale en suivant ce schéma thérapeutique. Donc, si c'est un patient qui a été vu après 24 heures, ou bien s'il y a des signes d'hépatite cytolytique déjà, on suit le même protocole, mais
on continue avec l'acétylcystéine après 24 heures, c'est-à-dire après au-delà de ce que nous avons débuté, c'est-à-dire la forme sévère qui se finissait après 20 heures de temps. Donc, si le patient est vu 24 heures plus tard, on poursuit le protocole, mais à dose de 300 mg par kilogramme par 24 heures jusqu'à guérison. Nous allons passer à l'intoxication à l'acide acétylsalicylique, que nous appelons l'aspirine, dont la dose toxique chez l'enfant est de 100 mg par kilogramme en une prise. Donc, elle s'élimine en majorité par voie urinaire sous forme d'acide salicylique et elle a une toxicité digestive importante, digestive, neurosensorielle, même respiratoire. Donc, en cas d'intoxication par l'aspirine, on fait le lavage gastrique, on administre du charbon activé et on fait une alcalinisation des urines. Et le plus important également, c'est de corriger les différents troubles métaboliques qui seront associés à l'hypoglycémie, l'hypocalémie et si au besoin, une épuration rénale. Concernant les intoxications aux hydrocarbures, les hydrocarbures que nous avons sont les essences, les diluants de peinture, les pétroles lampants. Et ce sont les hydrocarbures en général ont ce caractère lipophile, c'est-à-dire et volatile. Donc, le plus fréquent, ce que nous rencontrons dans notre contexte, c'est le pétrole lampant, qui est l'une des causes d'intoxication aux hydrocarbures la plus fréquente. Donc, son mécanisme, généralement, quand il y a une intoxication ou une ingestion ou une inhalation des hydrocarbures, l'hydrocarbure aura un impact, une atteinte neurologique et une atteinte pulmonaire. Une atteinte neurologique aura des répercussions neurologiques par voie systémique et une atteinte pulmonaire parce qu'elle est un produit, comme nous l'avons dit, qui est volatile. Donc, elle va se retrouver au niveau des voies respiratoires et donner un œdème lésionnel. Donc, c'est aux signes fonctionnels, on aura des signes digestifs, des signes respiratoires. Et à l'examen physique, on aura l'odeur de la laine, c'est-à-dire l'odeur de l'essence ou du pétrole. Le malade pourra présenter une fièvre, une somnolence et des ronchis bilatéraux qui signent un œdème chimique lié aux hydrocarbures. Donc, la principale complication est la pneumopathie d'inhalation, qui va se manifester par une toux, une dyspnée, et puis à la radiographie de thorax, on aura des infiltrats pulmonaires. L'examen complémentaire à faire ici, c'est un petit bilan inflammatoire, une radiographie de thorax qui va montrer un syndrome alvéolaire ou interstitiel qui pourra nous faire penser à un œdème lésionnel dû à l'hydrocarbure. Concernant sa prise en charge, il y a beaucoup de choses à éviter dans l'intoxication aux hydrocarbures. Il ne faut pas donner le lait. Il ne faut pas donner, bref, il ne faut rien donner par la bouche. Il faut faire juste des mesures générales, c'est-à-dire mettre le patient en position latérale de sécurité, l'hospitaliser systématiquement parce que même si le patient est conscient et qu'il ne présente pas les signes de défaillance neuro-respiratoire ou circulatoire, on ne peut pas juger directement de l'évolution parce que l'évolution dans l'intoxication d'hydrocarbures est imprévisible. Donc, le lavage gastrique ici est contre-indiqué et si besoin, il faut faire des manœuvres de réanimation. Donc, le traitement dans l'intoxication d'hydrocarbures est beaucoup plus symptomatique. Associé à ça, à toutes ces mesures générales, on peut également donner des antibiotiques qui est école-dépendante pour éviter la surinfection pulmonaire à la dose de l'amoxicilline à dose de 100 mg par kilogramme par jour par voie parentérale. Et certaines écoles associent également à cela les corticoïdes, mais qui est encore discuté. Et la troisième chose à faire, c'est de surveiller le patient en milieu hospitalier, même si c'est un patient qui n'a aucun signe de défaillance viscérale. L'intoxication au monoxyde de carbone. Dans le monoxyde de carbone, c'est un gaz incolore, non irritant,
que nous retrouvons principalement lors de chauffage au gaz, lors des incendies, c'est-à-dire les feux de bois, les gaz d'échappement de voitures, les fumées d'incendie dans un local confiné. Donc, on a les intoxications au monoxyde de carbone, mais généralement, ce sont les intoxications familiales, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enfant, sauf si c'est l'enfant qui dormait seul dans une pièce où il y avait le feu ou bien un gaz allumé. Donc, l'intoxication au monoxyde de carbone entraîne une hypoxie tissulaire par le mécanisme qui est expliqué là, c'est-à-dire ça se lie à l'hémoglobine et ça forme une carboxyhémoglobine qui a une très forte affinité pour l'hémoglobine et donc qui va entraîner une hypoxie tissulaire. Et les signes sont surtout neurologiques et cardiaques parce que ce sont les deux principaux organes qui sont très sensibles à l'hypoxie. Donc, à l'examen physique, l'examen clinique, on aura un collapsus cardiovasculaire, on aura un nourrisson qui va refuser de téter, qui sera irritable, qui aura des pleurs inexpliquées, qui sera léthargique. Et chez le grand enfant, il va se plaindre de céphalée, il sera confus, somnolent et peut-être même sera dans le coma. Donc, l'examen paraclinique à faire, c'est de doser le monoxyde de carbone dans l'atmosphère où il y a la pièce dans laquelle se trouvait l'enfant et faire un ECG qui pourra retrouver une ischémie myocardique. Donc, la prise en charge de l'intoxication au monoxyde de carbone consiste en ce qu'il faut faire sur le champ, c'est de soustraire l'enfant de l'espace toxique. Il faut une oxygénation importante au masque ou bien après intubation pendant au moins 12 heures de temps. Et puis, c'est un patient qui doit être suivi par un neuropédiatre à la sortie de l'hôpital parce que le monoxyde de carbone entraîne des séquelles neurologiques. L'hypoxie créée par l'intoxication va entraîner des lésions de nécrose qui plus tard seront à l'origine d'épilepsie ou bien d'autres choses chez ce patient. Donc, c'est un patient, quand vous avez un patient après la gestion de l'urgence, c'est un patient qui doit être suivi par le neuropédiatre. Donc, nous allons passer à la prévention. Donc, comment prévenir les intoxications? Il y a beaucoup de choses. Nous avons vu les facteurs favorisants. Donc, c'est surtout d'éviter au maximum tous ces facteurs favorisants, c'est-à-dire éviter de transvaser les produits dangereux dans les récipients alimentaires. Les produits dangereux doivent être mis hors de la portée des enfants, surveillance rapprochée des enfants. En cas d'intoxication, il faut éviter tout geste qui peut aggraver l'état de l'enfant. Et il faut sensibiliser les parents. Ça, c'est très important. J'ai mis cette diapo surtout pour que ça puisse nous aider à... C'est quelque chose qu'on oublie généralement quand nous sommes en clinique. On prend en charge le patient. Dès qu'il est guéri, on le fait sortir. On oublie que c'est quelque chose qui peut récidiver. Donc, pour éviter les récidives, il est important de donner tous ces conseils aux parents ou bien à l'entourage de l'enfant qui a été intoxiqué. Donc, et la sensibilisation, ce n'est pas seulement après l'accident. Même lors de nos consultations de routine, il faudra la faire. Même dans les services de vaccination, il faut la faire. Même lors des consultations prénatales, il faut la faire. Donc, que dire en résumé? Un enfant qui a été amené par l'entourage pour un toxique, parce qu'il a pris un toxique qui est connu et inconnu, il faut rester calme. Il faut rester calme parce que les parents sont encore plus agités que vous. Donc, restez calme et rassurez les parents. Il faut évaluer rapidement la gravité selon ABC, c'est-à-dire rechercher les signes de défaillance cardio-circulatoire, respiratoire, neurologique. Il faut rechercher rapidement les toxigromes ou bien les autres signes. Il faut faire un examen paraclinique de retentissement de façon rapide, mais ça ne doit en aucun cas retarder la prise en charge, nous l'avons dit. Et la prise en charge est spécifique et symptomatique. C'est beaucoup plus de réanimation, surtout quand nous sommes devant un patient qui n'est pas conscient, en évitant tous les gestes qui sont contre-indiqués. Il faut toujours avoir le contact d'un spécialiste qui peut aider, surtout les réanimateurs, voire peut-être même, pourquoi pas, référer le patient si nous sommes devant une forme grave, mais après avoir, bien sûr, fait une prise en charge générale.
Et une fois que la période d'urgence est passée, une fois que le patient est guéri, il faut toujours faire une référence vers un spécialiste, c'est-à-dire une référence pour un suivi psychologique, parce que c'est quelque chose qui est un peu traumatisant, tant pour l'enfant que la famille. Et il faut un suivi spécialisé selon les complications que nous redoutons plus tard. C'est-à-dire, si nous redoutons les patients qui peuvent avoir des sténoses œsophagènes parce qu'ils ont pris des caustiques, il faut le référer vers les pathogastro-entérologues et même un ORL. Si c'est une intoxication aux hydrocarbures, un neuropédiatre ou bien un cardiopédiatre. Bref, il faut un suivi après avoir géré la phase aiguë. Et la dernière chose à faire, c'est faire un counseling à l'entourage pour éviter la récidive. Donc, merci pour votre aimable attention. J'en ai terminé. Oui, docteur, merci pour la présentation. Je pense qu'on va passer aux séances de questions et de réponses. Donc, ceux qui auront des questions pourront lever la main et on leur donnera la parole pour poser leurs questions. Oui, MGDDX, vous pouvez poser votre question. Je vous en prie, j'ai un problème au niveau du lavage gastrique. C'est vrai que je suis venu, on doit le faire et quand est-ce qu'on ne doit pas? Oui, Allô? docteur. Oui, docteur. Il posait une question par rapport au lavage gastrique. Il se demandait quand est-ce qu'on doit le faire et quand est-ce qu'on ne doit pas le faire. Il s'excusait aussi pour son retard. D'accord. Donc, le lavage gastrique, nous l'avons dit, nous avons parlé, il y a des indications et des contre-indications. Donc, le lavage gastrique, on le fait quand nous sommes devant un toxique, l'ingestion d'un toxique qui n'est pas carbo-absorbable, première chose. Deuxième chose, lorsque l'intoxication a eu lieu moins d'une heure avant la consultation. Par contre, maintenant, les contre-indications, il ne faut pas faire le lavage gastrique quand tu as une ingestion de caustique, d'hydrocarbures ou bien des produits moussants, parce que ce sont des produits de caustique, ça ne sert à rien, puisque lorsqu'il touche déjà la muqueuse, il se colle à la muqueuse et puis son effet commence selon ses caractéristiques chimiques, il commence à agir. Donc, ça ne servira à rien de faire le lavage gastrique. Et puis, même le lavage gastrique, quand tu as une ingestion de caustique, tu pourras refaire, ça fera comme si tu feras remonter le caustique le long encore de la muqueuse, ce qui va brûler, entre guillemets, une deuxième fois la muqueuse digestive. Donc, ce n'est pas contre-indiqué. Il ne faut pas faire le lavage gastrique quand nous sommes devant une ingestion de caustique, quand nous sommes devant une ingestion d'hydrocarbures, lorsque nous sommes devant une ingestion de produits moussants et également lorsque nous sommes devant un patient inconscient. Nous l'avons dit, quand le patient est inconscient, lorsque vous faites le lavage gastrique, une partie de ce que vous avez lavé pourra retourner vers les voies respiratoires et aggraver l'état du patient. Donc, les seules indications, c'est devant une ingestion de toxiques. La plupart du temps, ce sont les médicaments. On fait le lavage gastrique. Peut-être les médicaments qui sont carbo-absorbables. Et lorsque l'ingestion de toxiques date de moins d'une heure, peut-être je peux mettre la diapositive pour l'aider. C'est la diapositive 31. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Docteur, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous êtes satisfait? Je ne le vois plus connecté, donc sûrement il a un problème de connexion. Ok, docteur, merci pour la réponse. On a Doumbé qui a levé la main. Je pense qu'il pourra poser sa question aussi. Allô, bonsoir, docteur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. Merci pour votre présentation. S'il vous plaît, docteur, j'avais une question. Bon, j'ai une difficulté avec la prise en charge de l'intoxication aux hydrocarbures. Dans le cas où on reçoit un enfant, bon, la prise d'hydrocarbures n'est pas on n'a pas exactement l'heure de prise d'hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on suppose que l'enfant était laissé sans surveillance, les parents ont juste constaté et tout. Vu qu'on ne peut pas faire le lavage gastrique, bon, je ne sais pas, j'ai déjà eu à voir comment on prend en charge ce genre de patient. Est-ce qu'on peut,
est-ce qu'on laisse, enfin, je ne comprends pas très bien comment va se faire la prise en charge dans ce genre de cas si on n'a pas l'heure exacte de la prise d'hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit peut-être préconiser en se disant que bon, ça fait pas plus d'une heure, on essaie de faire le lavage gastrique ou il y a une autre option? En fait, c'était ça ma question. Merci. D'accord, merci pour la question, docteur. En fait, dans l'intoxication aux hydrocarbures, l'hydrocarbure est volatile. D'accord? Il est volatile, ça veut dire que quand bien même il le boit, il y a la plupart, c'est volatile, c'est-à-dire, c'est, comment dire, c'est pas solide, c'est pas solide comme par exemple des médicaments où quand tu l'ingères, ça reste dans l'estomac. Non. C'est volatile, ça veut dire que une partie, en général, se retrouve au niveau des voies respiratoires. Et au niveau des voies respiratoires, ça crée ce qu'on appelle comment dire, un œdème lésionnel. D'autre part, par voie systémique, ça passe également et puis ça a une atteinte neurologique. Donc, dire que tu vas laver comment? Puisque c'est un produit qui est volatile. C'est pas comme si c'est sous forme de liquide, mais il est volatile quand tu l'ingères ou bien quand tu l'ingères ou bien quand tu l'inhales, il est volatile. Je ne sais pas si vous comprenez. Le lavage gastrique, c'est quelque chose qui est solide, qui n'est pas caustique et qui n'est pas moussant. Voilà. Ok. Donc, quand tu as une intoxication aux hydrocarbures, quand tu vois le mécanisme d'action, tu comprends que c'est quelque chose que même si tu fais le lavage, ça ne servira à rien parce qu'il est volatile. Il est déjà allé là où il fallait aller, c'est-à-dire au niveau systémique et au niveau pulmonaire, puisqu'il est volatile. Dans ce cas? Dans ce cas, tu fais juste un traitement symptomatique. En fait. Ah, ok. Ah, ok, ok. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, on ne dit pas donner le lait parce que quand tu vas donner le lait, il y a des lipides. Et on a dit plus haut que les hydrocarbures sont un peu lipophiles. Donc, ça va même encore favoriser, augmenter l'intoxication de l'hydrocarbure. Il ne faut pas donner le lait, il ne faut rien donner. Il ne faut pas faire vomir parce qu'en faisant vomir, tu refais remonter peut-être la petite quantité qui reste dans l'estomac et puis, comme c'est volatile, ça va encore aggraver, comment dire, ça va encore entraîner les répercussions pulmonaires qui sont déjà là. Donc, il ne faut rien faire. Il faut juste faire un traitement symptomatique, c'est-à-dire si ton patient est là, il a un signe de défaillance respiratoire, tu l'envoies au service de réanimation, tu fais ceci, tu fais cela. C'est un traitement vraiment symptomatique tout en priant que l'hydrocarbure s'élimine tout seul. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'antidote. L'antidote, d'ailleurs, c'est dans les médicaments. C'est quand c'est une intoxication médicamenteuse. Donc, même que ce soit le lavage gastrique, que ce soit le charbon activé, ça n'aura aucune action. Quand vous voyez les différentes complications de l'intoxication hydrocarbures, ça n'a rien à voir avec l'estomac, c'est plus respiratoire et neurologique. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. S'il vous plaît, docteur. Oui. Oui, docteur, nous avons quelques questions dans le chat. Il y a Yannick qui demande la prise en charge d'une intoxication éthylique en pédiatrie. Intoxication éthylique. OK. Donc, la prise en l'éthylique, je suppose que c'est l'alcool. C'est-à-dire, c'est peut-être un enfant qui a, de façon accidentelle, je suppose, ou bien volontaire, pris de l'alcool. La prise en charge est pareil que chez l'adulte. Hein. C'est-à-dire, il faut évacuer l'estomac, c'est-à-dire faire une évacuation digestive, un lavage gastrique. Et la deuxième chose qu'il faudra faire, c'est, puisque cela entraîne souvent une hypoglycémie, c'est de essayer de corriger une éventuelle hypoglycémie, c'est-à-dire mettre une voie veineuse avec du glucosé 10%, et c'est tout, et surveiller. Voilà. On pourrait également l'hydrater, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que ces liquides normaux passent normalement selon son poids et que le glucose passe également, corriger une éventuelle hypoglycémie et éviter que ça ne se répète. Ok, docteur, merci pour votre réponse. Docteur, moi aussi, j'avais une petite préoccupation.
Oui, docteur. Vu que on a beaucoup parlé de lavage gastrique, j'aimerais savoir comment en pratique, est-ce qu'on fait le lavage gastrique, avec quelle soluté et quelle quantité de liquide doit-on utiliser? D'accord. Donc, le lavage gastrique, c'est vrai que ça aurait été plus facile s'il y avait une vidéo. Donc, il y a une sonde à double courant qu'on utilise. C'est-à-dire, on introduit. Et ce double courant, il y a une voie pour introduire. Donc, il faut cette sonde là-bas à double courant. La deuxième chose, c'est une seringue. Et la troisième chose, c'est le sérum salé. Avec le sérum salé isotonique qu'on le fait. Chez l'enfant, on utilise environ 100 cc/kg pour le lavage. Donc, tu mets en place ta sonde et il y a une voie par laquelle tu vas envoyer le sérum salé et une autre voie par laquelle tu vas l'évacuer. Donc, je ne sais pas en pratique je sais pas comment expliquer ça, mais c'est mieux si on avait une vidéo. Donc, il faut cette sonde nasogastrique à double courant et puis une seringue et le sérum salé. Donc, j'ai dit la dose, c'est 100 ml par kilogramme et on lave jusqu'à ce que le liquide qui en ressort soit clair, qu'on s'assure qu'on a vraiment éliminé. Si par exemple c'est un médicament qui est encore présent dans l'estomac, qu'il soit totalement éliminé. Ok, merci docteur. Ok, s'il y a plus de questions, je pense que docteur Guimet va clore la présentation. Ok, bon, je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et j'espère que la présentation va vous aider à prendre en charge les éventuelles intoxications que vous aurez dans l'entourage. Donc, passez une excellente soirée à tous et bon week-end. Merci.